Vous avez appris à vous trahir avec une telle élégance que vous appelez cela votre personnalité. Et c'est peut-être cela, le plus inquiétant. Non pas que vous échouiez. Non pas que vous reculiez au dernier moment. Non pas que vous remettiez à demain ce qui aurait pu changer la forme entière de votre vie. Mais que vous sachiez le faire avec des raisons parfaitement acceptables. Vous avez toujours une explication prête. La fatigue. Le moment. Le manque de méthode. Le contexte. La famille. L'argent. Le pays. L'époque. Vous avez même parfois une intelligence remarquable pour analyser votre immobilité. Vous la découpez, vous la nommez, vous la rangez dans des catégories propres. Et pendant que vous comprenez pourquoi vous n'avancez pas, quelque chose en vous continue de protéger très méthodiquement la prison. Ce n'est pas votre paresse qui vous retient. La paresse est trop simple, trop visible, trop commode. Ce qui vous retient est plus ancien, plus précis, et beaucoup plus fidèle à votre survie que vos ambitions actuelles. Il existe en vous une limite qui ne ressemble pas à une limite. Elle ne crie pas. Elle ne se présente pas comme une interdiction. Elle agit plus subtilement. Elle se manifeste par une lassitude soudaine au moment exact où il faudrait persister. Par une confusion étrange au seuil d'une décision. Par une maladie qui arrive à la veille d'une exposition. Par une dispute inutile qui ruine une alliance. Par une erreur minuscule qui suffit à remettre votre ascension dans l'ombre. Ce n'est pas spectaculaire. C'est presque poli. Et c'est pour cela que cela fonctionne. Vous avez cru que le problème était devant vous. Il était derrière. Plus exactement, il était en dessous. Dans cette partie de vous-même que vous avez condamnée sans procès, parfois avant même de savoir parler. Il faut être très jeune pour commettre un tel acte avec autant de sérieux. Un enfant observe. Il ne philosophe pas. Il ne se demande pas quelle part de lui-même est authentique. Il apprend seulement ce qui lui vaut un sourire, ce qui lui vaut un retrait, ce qui rend la pièce froide, ce qui fait baisser les yeux d'un adulte, ce qui provoque la honte, ce qui menace l'amour. Et de cette observation silencieuse naît ce que vous appelez plus tard votre caractère. Vous n'êtes pas devenu vous-même. Vous êtes devenu acceptable. Ce mot devrait suffire à inquiéter toute une existence. Acceptable. C'est-à-dire assez lisible pour être toléré. Assez contenu pour ne pas déranger. Assez semblable à ce que l'on attendait de vous pour ne pas perdre votre place. Vous avez gardé les gestes qui obtenaient l'approbation. Vous avez poli les attitudes que les autres pouvaient reconnaître. Vous avez appris à parler dans une tonalité qui ne menaçait personne. Et tout ce qui débordait, tout ce qui était trop net, trop intense, trop fier, trop affamé, trop froid, trop lucide, trop vivant, vous l'avez envoyé ailleurs. Pas très loin. Juste sous la conscience. Juste assez bas pour ne plus avoir à l'admettre. Mais rien ne disparaît dans la vie psychique. Ce que vous refusez de porter ne cesse pas de vous appartenir. Cela change simplement de méthode. Cela devient souterrain. Cela quitte le visage et entre dans le mécanisme. Cela cesse d'être une qualité disponible et devient une force clandestine. Jung a donné à cette région un nom désormais trop souvent répété pour être encore entendu, l'ombre. On croit savoir ce que cela veut dire. On imagine une noirceur morale, un théâtre de pulsions honteuses, une cave remplie de monstres. Cette image rassure, parce qu'elle permet de rester du côté du bien. Elle transforme le problème en morale. Or l'ombre est plus dangereuse précisément parce qu'elle n'est pas seulement le mal en vous. Elle est ce que vous avez dû abandonner pour continuer à être aimé. Il y a dans l'ombre une violence, oui, mais aussi une force. Il y a de l'envie, mais aussi du désir d'existence. Il y a de l'orgueil, mais aussi la capacité d'être vu sans demander pardon. Il y a de la froideur, mais aussi la clarté nécessaire pour choisir sans se dissoudre dans la culpabilité. Il y a de l'ambition, mais aussi le droit de vouloir autre chose qu'une vie diminuée. Ce que vous avez appelé défaut était parfois un outil. Ce que vous avez appelé menace était parfois une puissance. Ce que vous avez enterré par peur d'être rejeté est peut-être exactement ce qui vous manque maintenant pour traverser le plafond que vous touchez depuis des années. Il faut comprendre ceci sans le rendre confortable. Votre sabotage n'est pas une absence de volonté. C'est une volonté plus ancienne que la vôtre, travaillant contre votre projet actuel. Une partie de vous veut grandir. Une autre partie se souvient du prix qu'il fallait payer chaque fois que vous deveniez trop visible, trop libre, trop différent de ce que le clan pouvait supporter. Et cette seconde partie n'a pas été convaincue par vos nouveaux objectifs, vos carnets, vos plans, vos disciplines,
vos promesses de renaissance. Elle n'écoute pas vos slogans intérieurs. Elle surveille seulement une chose, le moment où votre réussite commencerait à rendre impossible le personnage qui vous a permis de survivre. C'est pourquoi le succès vous effraie plus que l'échec, même lorsque vous prétendez le contraire. L'échec vous est familier. Il vous humilie, mais il vous laisse reconnaissable. Il vous blesse, mais il ne vous arrache pas à votre ancienne place. Le succès véritable, lui, est beaucoup plus violent pour l'identité. Il vous oblige à devenir quelqu'un que certains ne sauront plus aimer, ou ne sauront plus contrôler, ou ne sauront plus comprendre. Il exige que vous récupériez des gestes que vous aviez interdits. Il demande une parole plus ferme, un désir plus exposé, une manière d'occuper l'espace que vous aviez peut-être associé à l'arrogance, à l'égoïsme, à l'impolitesse, à la trahison. Vous dites vouloir monter. Mais en vous, une ancienne fidélité demande, monter jusqu'où, et au prix de quel regard perdu? C'est là que le mécanisme se referme. Vous approchez d'un seuil. Quelque chose devient possible. Une opportunité s'ouvre, une relation se précise, une œuvre demande à sortir, un niveau économique, social ou intérieur devient atteignable. Au lieu de sentir seulement l'élan, vous sentez aussi une tension plus trouble. Une gêne. Une impression d'être exposé. Comme si l'air devenait plus mince à mesure que vous approchiez de la vie que vous dites vouloir. Alors commence l'opération discrète. Vous retardez. Vous compliquez. Vous vous dispersez dans des tâches secondaires. Vous devenez soudain très exigeant sur un détail qui n'a aucune importance. Vous déclenchez un conflit au mauvais moment. Vous faites semblant de réfléchir alors que vous êtes en train de fuir. Et plus tard, vous appelez cela une période difficile. Ce n'était pas une période. C'était une défense. Une défense n'a pas besoin d'être consciente pour être exacte. Elle sait où frapper. Elle sait quel fil tirer pour faire tomber la structure entière sans que vous puissiez accuser personne. Elle sait vous rendre trop fatigué pour répondre, trop sensible pour continuer, trop critique pour publier, trop prudent pour demander, trop blessé pour négocier, trop distrait pour saisir l'occasion. Elle vous connaît mieux que vos stratégies parce qu'elle a été formée avant elle. Elle habite le sous-sol de votre identité et elle n'a qu'une mission, empêcher que vous deveniez si grand que l'enfant ancien ne sache plus où se cacher. Il y a une cruauté particulière dans le fait d'être retenu par ce qui prétend vous protéger. On préfère imaginer un ennemi extérieur. Cela donne une forme au combat. Mais quand l'obstacle agit depuis l'intérieur, il prend votre voix. Il adopte vos raisons. Il parle avec votre prudence, votre dignité, votre fatigue, votre lucidité. Il dit, ce n'est pas le moment. Il dit, tu n'es pas encore prêt. Il dit, ce monde est vulgaire. Il dit, tu ne veux pas devenir comme eux. Et parfois, sa phrase la plus efficace est celle-ci, tu vaux mieux que cela. Rien ne dissimule mieux la peur que le sentiment de supériorité. Regardez alors ceux qui vous irritent. Pas ceux qui vous blessent réellement. Pas ceux dont les actes exigent une réponse. Regardez plutôt ceux dont la simple manière d'exister vous agace de façon disproportionnée. Celui qui ose se vendre. Celle qui parle avec une assurance que vous jugez indécente. Celui qui demande beaucoup. Celle qui ne s'excuse pas d'être brillante. Celui qui semble calculer froidement. Celle qui avance sans attendre d'être invitée. Vous avez peut-être développé à leur égard une critique raffinée. Vous savez pourquoi ils sont vulgaires, dangereux, superficiels, narcissiques, arrogants. Vous possédez tout un vocabulaire pour maintenir la distance. Mais la distance est parfois une confession déguisée. Ce que vous ne supportez pas chez l'autre n'est pas toujours ce qui vous est étranger. C'est souvent ce qui revient vers vous avec un visage que vous pouvez haïr en paix. La projection est une économie merveilleuse. Elle permet de condamner dehors ce que l'on ne veut pas reconnaître dedans. Elle transforme une possibilité intérieure en défaut extérieur. Ainsi, vous n'avez pas à dire « je veux être vu ». Vous pouvez dire « il cherche l'attention ». Vous n'avez pas à dire « je veux gagner ». Vous pouvez dire « ils sont obsédés par la réussite ». Vous n'avez pas à dire « je voudrais parler sans trembler ». Vous pouvez dire « ils sont agressifs ». Vous n'avez pas à dire « je suis fatigué de me diminuer ». Vous pouvez dire « ils prennent trop de place ». Et chaque jugement vous soulage un instant, tout en renforçant la serrure. Mais une qualité condamnée ne devient pas inutilisable seulement dans les autres. Elle devient indisponible en vous. C'est cela, la perte réelle. Tant que votre ambition est enfermée dans l'image des gens que vous méprisez, vous ne pouvez pas l'habiter proprement.
Tant que votre fermeté porte le masque de la brutalité, vous ne pouvez pas dire non sans vous sentir coupable. Tant que votre visibilité ressemble à de la vanité, vous resterez dans l'ombre en appelant cela de la pudeur. Tant que votre lucidité froide vous semble inhumaine, vous confondrez bonté et effondrement. Vous ne vous êtes pas seulement interdit certains comportements. Vous vous êtes amputé de fonctions vitales. Et ensuite vous vous demandez pourquoi vos projets manquent de force. Il y a des vies entières passées à améliorer la moitié autorisée de soi-même. On la discipline. On la rend plus productive. On la forme, on la soigne, on la perfectionne. On devient une version plus polie, plus efficace, plus présentable de la partie qui a déjà reçu le droit d'exister. Mais l'autre moitié reste dehors. Et de dehors, elle fait sentir sa faim. Elle choisit parfois les amours, les rivalités, les obsessions, les humiliations répétées. Elle écrit certains échecs avec une précision qui ressemble à une fatalité. La personne dit « c'est toujours la même chose qui m'arrive ». Elle ne voit pas que la même chose ne lui arrive pas seulement. Elle se reproduit à travers elle, depuis une zone de sa propre maison dont elle a perdu la clé. On ne rencontre pas l'ombre en se regardant avec douceur dans une lumière flatteuse. On la rencontre aux endroits où l'image de soi se fissure. Dans les réactions trop grandes. Dans les dégoûts trop insistants. Dans les rêves qui dérangent. Dans les hontes anciennes que l'on croyait dépassées et qui reviennent avec une fraîcheur intacte. Une remarque insignifiante vous poursuit pendant des jours. Une critique légère vous donne envie de disparaître. Un compliment adressé à quelqu'un d'autre vous brûle plus que vous ne voulez l'admettre. Une personne traverse la pièce, et sans rien faire contre vous, réveille une hostilité que vous justifiez immédiatement. Là, quelque chose parle. Pas le fait. La charge. Il faut apprendre à respecter les disproportions. Elles sont des portes. L'événement est petit, la réaction ne l'est pas. Cela signifie que l'événement a touché une zone plus ancienne que lui. Une phrase banale a rencontré une condamnation ancienne. Un regard a réveillé la mémoire d'un exil. Un succès d'autrui a fait trembler une possibilité interdite en vous. La conscience ordinaire cherche alors à expliquer, à accuser, à redonner une proportion. Elle dira « j'ai raison d'être blessé. J'ai raison de les trouver insupportables. J'ai raison de me méfier. Peut-être. » Mais la question plus dangereuse n'est pas de savoir si vous avez raison. La question est de savoir pourquoi cela vous possède. Les rêves, eux aussi, connaissent les passages que le jour surveille. La nuit ne respecte pas votre réputation intérieure. Elle met en scène ce que vous évitez avec une liberté parfois brutale. Le poursuivant, l'intrus, la silhouette inquiétante, la personne qui vous défie, le double qui vous humilie, l'être qui porte une audace ou une violence que vous refusez. Ces figures ne viennent pas toujours annoncer un destin extérieur. Elles peuvent représenter une force intérieure qui cherche un visage pour entrer dans la pièce. Le rêve ne parle pas la langue de votre justification. Il montre. Et souvent, il montre sans vous demander si vous êtes prêt. Mais voir ne suffit pas. Beaucoup de personnes acceptent l'idée de l'ombre tant qu'elle reste une notion noble, presque esthétique. Elles aiment parler d'inconscient, de profondeur, de blessure, d'intégration. Elles donnent à leur propre complexité une beauté intellectuelle. Pourtant, au moment où il faut récupérer concrètement ce qui a été abandonné, elles reculent. Car intégrer l'ombre n'est pas contempler une part obscure avec délicatesse. C'est reprendre possession de forces que vous avez longtemps traitées comme dangereuses. Et ce retour n'est pas toujours élégant. Il dérange l'ancienne économie de votre vie. Il modifie vos relations. Il change ce que vous tolérez. Il menace les accords tacites grâce auxquels certains vous préférez diminuer. L'agressivité, par exemple, ne revient pas nécessairement comme cruauté. C'est l'erreur des esprits qui veulent rester innocents. Une agressivité consciente devient parfois la capacité de protéger une frontière. De dire non sans écrire une confession autour de ce non. De défendre une œuvre, un prix, une décision, un temps, une dignité. Sans elle, vous appelez gentillesse ce qui est souvent abandon de soi. Vous cédez trop tôt. Vous expliquez trop. Vous laissez les autres négocier avec votre fatigue. Vous transformez votre peur de déplaire en vertu sociale. Puis vous rentrez chez vous épuisé, avec la sensation d'avoir été volé par des gens auxquels vous avez vous-même ouvert la porte. L'ambition, elle, ne revient pas nécessairement comme prédation. Elle revient comme axe. Comme capacité de vouloir sans réduire immédiatement l'objet de votre désir pour le rendre moralement acceptable.
Beaucoup de gens ne manquent pas de talent. Ils manquent de permission intérieure pour vouloir la conséquence de leur talent. Ils veulent créer, mais pas être vus. Ils veulent réussir, mais pas être distingués. Ils veulent être reconnus, mais sans provoquer d'envie. Ils veulent plus, mais seulement si personne ne peut leur reprocher d'avoir voulu plus. Alors leur ambition circule sous forme de honte. Elle se cache dans l'ironie, dans la procrastination, dans le mépris de ceux qui osent. Elle ne disparaît pas. Elle devient acide. La visibilité, lorsqu'elle est rejetée, produit une forme particulièrement raffinée d'auto-effacement. On appelle cela modestie. On appelle cela profondeur. On prétend ne pas aimer se mettre en avant. Parfois c'est vrai. Souvent, c'est plus trouble. La personne a appris qu'être vue attire le jugement, l'envie, la sanction, la perte d'amour. Alors elle construit dans l'ombre des choses qu'elle ne porte jamais jusqu'au regard du monde. Elle perfectionne au lieu d'exposer. Elle attend d'être irréprochable, c'est-à-dire morte. Elle confond l'exigence avec une cachette. Et pendant ce temps, d'autres, moins profonds peut-être, mais moins divisés, occupent l'espace qu'elle avait secrètement préparé. La froideur, enfin, mérite d'être défendue contre l'usage vulgaire qu'on en fait. Il existe une froideur morte, évidemment. Une sécheresse de l'âme, une incapacité de sentir. Mais il existe aussi une froideur nécessaire, presque noble, la clarté qui ne se laisse pas prendre en otage par la culpabilité. La capacité de regarder une situation sans se dissoudre dans les attentes de chacun. De choisir ce qui doit être choisi. De trancher quand l'hésitation n'est plus de la nuance mais de la peur. Celui qui a banni cette froideur devient souvent prisonnier d'une sensibilité confuse. Il veut être bon avec tout le monde et finit par être infidèle à ce qui comptait vraiment. Ce retour des forces exilées ne vous rend pas plus sombre. Il vous rend moins manipulable par votre propre sous-sol. Il y a une différence essentielle entre agir l'ombre et l'intégrer. Agir l'ombre, c'est être pris par elle. C'est laisser l'agression devenir violence, l'ambition devenir avidité, la visibilité devenir exhibition, la clarté devenir mépris. Intégrer, c'est introduire ces forces dans la conscience, leur donner une place, une forme, une limite, une intelligence. Ce n'est pas ouvrir la cage et appeler cela liberté. C'est cesser de vivre au-dessus d'une cage en prétendant ne pas entendre ce qui s'y cogne. La répression coûte plus cher qu'on ne le croit. Elle n'est pas un acte accompli une fois pour toutes. Elle demande une dépense permanente. Chaque élan censuré doit être maintenu au sol. Chaque désir jugé honteux doit être recouvert. Chaque colère interdite doit être convertie en fatigue, en politesse, en migraine, en sarcasme, en retrait. Vous pensez parfois être épuisé par la vie que vous construisez. Il se peut que vous soyez surtout épuisé par la vie que vous empêchez. L'énergie que vous cherchez pour agir est utilisée depuis des années pour ne pas devenir. Voilà pourquoi certaines personnes retrouvent une force presque inquiétante lorsqu'elles cessent de se mentir. Ce n'est pas une nouvelle énergie. C'est une énergie libérée. Il y a un moment où l'on comprend que le plafond n'était pas au-dessus de soi, mais à l'intérieur de la forme que l'on acceptait d'habiter. Vous ne pouviez pas dépasser un certain niveau sans devenir quelqu'un que votre ancienne identité ne pouvait pas contenir. Alors l'identité vous rappelait. Elle tirait sur la manche. Elle fabriquait un accident intérieur. Elle vous ramenait vers la version connue. Non par haine de votre grandeur, mais par fidélité à votre histoire. Cette fidélité est touchante, et terrible. Car on peut gâcher une existence entière par loyauté envers une blessure ancienne. La question n'est donc pas « comment devenir meilleur ?» Cette question est souvent trop propre, trop sociale, trop compatible avec le personnage. La question est « quelles parties de vous ont été déclarées impossibles pour que le reste soit accepté ?» Qu'avez-vous appelé maturité alors que c'était renoncement? Qu'avez-vous appelé gentillesse alors que c'était peur? Qu'avez-vous appelé profondeur alors que c'était invisibilité? Qu'avez-vous appelé prudence alors que c'était obéissance à une vieille honte? Ces questions ne consolent pas. Elles ne sont pas faites pour cela. Elles trouent le décor. Et lorsqu'elles trouent le décor, quelque chose d'étrange apparaît. Vous découvrez que votre vie n'a pas seulement été limitée par ce qui vous manquait. Elle a été limitée par ce que vous possédiez sans oser le reconnaître. Votre force n'était pas absente. Elle était compromise par un ancien verdict. Votre ambition n'était pas morte. Elle portait les vêtements de la honte. Votre désir d'être vu n'était pas ridicule.
Il attendait simplement d'être séparé de la peur d'être puni. Votre dureté n'était pas forcément inhumaine. Elle pouvait devenir une colonne. Une fois cela aperçu, il devient plus difficile de retourner à l'innocence de vos excuses. Il ne s'agit pas de se réinventer. La réinvention est parfois une manière moderne d'éviter le retour. Il s'agit de revenir chercher ce qui a été laissé dans la pièce fermée. Et ce retour ne se fait pas en une illumination. Il se fait dans les situations ordinaires, là où l'ancien système vous demandait de vous réduire. Vous sentez l'envie d'expliquer trop longuement votre nom, et vous vous arrêtez. Vous sentez la honte de vouloir plus, et vous ne la prenez pas pour une preuve. Vous sentez la peur d'être vu, et vous avancez quand même vers la lumière exacte, pas vers le spectacle. Vous sentez le mépris monter contre quelqu'un qui ose, et au lieu de le nourrir, vous demandez « Quelle capacité porte-t-il à ma place ?» Cette question est désagréable parce qu'elle retire à la critique une partie de son plaisir. Elle vous oblige à récupérer ce que vous aviez confié à vos ennemis imaginaires. Or beaucoup préfèrent haïr une qualité chez l'autre plutôt que d'en assumer la responsabilité en eux-mêmes. Il est plus facile de condamner l'audace que de parler avec audace. Plus facile de mépriser la richesse que de reconnaître son propre désir de puissance. Plus facile de ridiculiser la visibilité que de supporter le regard. Plus facile de dénoncer la froideur que d'apprendre à ne plus être gouverné par le besoin d'être aimé. Mais à force de facilité, une vie devient étroite. Et cette étroitesse peut être brillante. Voilà le piège. On peut vivre de manière intelligente dans une cage sophistiquée. On peut lire, créer, travailler, séduire, produire, paraître libre, tout en restant fidèle à une ancienne interdiction. On peut même être admiré pour les adaptations nées de cette interdiction. Votre douceur peut être applaudie alors qu'elle vous vide. Votre discrétion peut être respectée alors qu'elle vous enterre. Votre humilité peut être célébrée alors qu'elle sert à cacher une peur panique d'apparaître. Le monde n'a pas toujours intérêt à ce que vous deveniez entier. Il sait très bien utiliser les fragments convenables. La réussite obtenue depuis une psyché divisée porte donc une fatigue particulière. Vous atteignez quelque chose, et pourtant cela ne vous rejoint pas. Vous recevez la preuve extérieure que vous attendiez, mais elle tombe dans une pièce intérieure trop petite. Vous êtes félicité, mais une partie de vous reste absente de la cérémonie. Alors vous croyez qu'il faut davantage. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de mouvement, plus de preuves. Mais ce davantage ne remplit pas l'endroit manquant, parce que l'endroit manquant n'est pas un vide extérieur. C'est une absence de vous à vous-même. Il existe ainsi des gens très accomplis qui ne sont jamais arrivés. Leur vie est pleine de résultats et pauvre en présence. Ils ont gagné avec une version amputée d'eux-mêmes, et la victoire a le goût d'un malentendu. Personne autour d'eux ne comprend cette sécheresse. Comment pourrait-il ? De l'extérieur, tout semble fonctionner. Mais l'âme, si l'on ose encore employer ce mot sans le rendre décoratif, c'est quand elle n'a pas été invitée entière. Elle sait quand une réussite n'a été construite que par la partie autorisée, pendant que les exilés regardaient depuis la cave. La totalité n'est pas un luxe spirituel. C'est une condition de réalité. Tant que vous n'êtes pas entier, même vos désirs mentent un peu. Ils sont choisis par la partie qui a le droit de parler. Ils ne contiennent pas toujours la vérité plus vaste de ce que vous pourriez vouloir si vous n'étiez plus occupé à rester acceptable. C'est pourquoi certains objectifs s'effondrent dès qu'on les atteint. Ils appartenaient à une identité provisoire. Ils servaient à réparer une humiliation, à obtenir enfin un regard, à prouver à des fantômes que vous aviez de la valeur. Et lorsque la preuve arrive, les fantômes ne sont pas satisfaits. Les fantômes ne le sont jamais. Ce qui commence alors n'a rien d'un programme. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une amélioration de soi. C'est une enquête plus nue, plus exigeante. Où avez-vous cessé de vous appartenir ? À qui avez-vous laissé le droit de décider quelle force en vous était aimable ? Quelle image de vous-même protégez-vous encore, alors même qu'elle vous étouffe ? Quelle personne devriez-vous décevoir intérieurement pour commencer à vivre avec votre poids réel ? Il y a dans cette dernière question une violence silencieuse. Car grandir, parfois, ce n'est pas vaincre ceux qui vous ont limité. C'est supporter qu'ils ne reconnaissent pas ce que vous devenez. Et peut-être que le point le plus difficile est là. Acceptez de devenir méconnaissable pour les regards qui vous ont formé. Non par provocation. Non par vengeance. Mais parce qu'une vie entière ne peut pas rester organisée autour de la capacité des autres à vous identifier rapidement.
Vous n'êtes pas tenu de demeurer dans la version de vous qui rassure ceux qui ont bénéficié de votre réduction. Vous n'êtes pas tenu de continuer à appeler loyauté ce qui ressemble de plus en plus à une disparition lente. Lorsque l'ombre revient dans la conscience, le monde extérieur ne devient pas soudain facile. Ce serait une consolation médiocre. Les conflits ne disparaissent pas. Les pertes non plus. Les choix restent difficiles. Mais quelque chose change dans la texture même de l'action. Vous ne construisez plus contre vous-même. Vous ne devez plus soudoyer une partie intérieure pour chaque pas en avant. Vous ne sentez plus, à chaque seuil, la main froide de l'ancien personnage vous ramener vers le bas. Il peut encore avoir peur. Il peut encore trembler. Mais il ne gouverne plus seul. Alors le plafond se déplace. Pas parce que le monde s'est incliné. Parce que la personne qui s'y heurtait n'a plus exactement la même taille intérieure. Ce qui paraissait arrogance peut devenir présence. Ce qui paraissait danger peut devenir puissance contenue. Ce qui paraissait égoïsme peut devenir direction. Ce qui paraissait dureté peut devenir discernement. La vie ne s'élargit pas seulement par acquisition. Elle s'élargit lorsque vous récupérez les organes psychiques avec lesquels vous auriez dû vivre depuis le début. Il restera toujours une tentation, retourner vers une explication plus simple. Dire que vous manquez seulement de discipline. Dire que vous devez mieux organiser vos journées. Dire que le problème vient des autres, du marché, de la chance, du passé, de la fatigue. Certaines de ces choses compteront peut-être. Mais si, sous elles, vous ne regardez pas la division plus ancienne, vous ne ferez que décorer le mécanisme. Vous changerez les meubles dans une maison dont une aile entière demeure interdite. Et cette aile vous attend. Elle n'attend pas avec douceur. Elle attend avec la patience des choses niées. Elle se montrera encore dans vos jalousies, vos hontes, vos retards, vos rêves, vos emballements, vos colères disproportionnées, vos admirations secrètes aussi. Car l'ombre ne parle pas seulement par le dégoût. Elle parle par la fascination. Ceux que vous admirez au-delà de toute mesure portent parfois, eux aussi, une partie de votre avenir confisqué. On peut projeter sa lumière autant que sa noirceur. On peut croire qu'un autre est extraordinaire simplement parce qu'il vit sans honte une force que l'on n'ose pas encore rappeler chez soi. Il faudra donc regarder autrement. Non pour devenir indulgent avec tout. Non pour effacer le jugement. Mais pour entendre ce que vos jugements savent de vous. Ils sont moins objectifs que vous ne le pensez. Ils sont parfois des cartes. Mal dessinées, chargées d'orgueil, de douleur, d'envie, mais des cartes tout de même. Suivez-les assez longtemps, et elles vous ramèneront devant une porte intérieure. Derrière cette porte, il n'y aura peut-être pas un monstre. Il y aura peut-être une version de vous assise depuis des années dans l'obscurité, non parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était trop vivante pour le monde qui vous a élevé. La question finale n'est pas de savoir si vous oserez ouvrir. La question est plus sévère. Combien de temps encore appellerez-vous destin ce qui n'était que l'effet de cette porte fermée? Car quelque chose en vous le sait déjà. Vous l'avez senti dans certains instants de clarté brève, lorsque votre vie ordinaire vous a paru soudain trop petite, non pas par caprice, mais par évidence. Vous l'avez senti devant certaines personnes qui vous irritaient plus qu'elles ne le méritaient. Vous l'avez senti dans cette fatigue qui ne venait pas du travail mais du déguisement. Vous l'avez senti chaque fois qu'une possibilité réelle s'est approchée et que vous avez préféré redevenir compliqué plutôt que libre. Il n'y a pas de conclusion rassurante à cela. Une fois que l'on a vu le mécanisme, on ne retrouve pas entièrement le confort de l'ignorance. On peut bien sûr continuer. Beaucoup continuent. Ils réparent la surface, changent de décor, perfectionnent leur discours, trouvent de nouvelles raisons. Mais une fissure demeure. Et par cette fissure, parfois, monte une question qui n'a plus la politesse de se taire. Quelle part de votre vie a été construite pour ne pas réveiller ce que vous étiez vraiment? Si cette question reste avec vous après le silence, ne cherchez pas trop vite à la résoudre. Une réponse immédiate serait encore une manière de fuir. Laissez-la vous suivre. Laissez-la vous interrompre au milieu d'un jugement, d'un retard, d'une excuse, d'une admiration trop intense, d'une honte trop ancienne. Peut-être qu'alors, pour la première fois depuis longtemps, vous ne tenterez pas de devenir une meilleure version du personnage. Peut-être que vous commencerez à rappeler celui que ce personnage avait pour mission d'oublier.